Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Cette semaine a été marquée donc par la fin du trimestre, du semestre également, un des pires semestres pour les marchés boursiers internationaux, notamment européens et américains, depuis de très nombreuses années. On termine avec une volatilité sur les marchés américains qui est aux alentours de 30, donc c'est une volatilité qui est quand même assez soutenue, ce qui montre donc une nervosité, pas de panique non plus, mais une nervosité qui est toujours très présente. On rappelle que pour que la situation soit relativement détendue sur les marchés américains, il faut que le VIX évolue plutôt dans la zone 15-20. Au-delà de 20, c'est déjà un niveau de stress qui commence à arriver. 30, c'est un stress qui est assez marqué. Et puis, quand on commence à monter au-delà de 40, là, on commence à arriver dans des zones un peu de panique. Donc, c'est ni vraiment une panique, ni une détente absolue. C'est une zone qui marque toujours une inquiétude des investisseurs sur les questions de croissance mondiale, sur évidemment les questions géopolitiques. Alors il y a malgré tout eu cette semaine quelques bonnes nouvelles, on va en reparler, et puis malheureusement des nouvelles toujours négatives. Mais malgré tout c'est un mix qu'on commence à avoir en ce moment, un mix de nouvelles où tout n'est pas non plus complètement noir. On rappelle quand même que depuis le début d'année, qu'est-ce qui stressait les marchés en fait, hein. Si on reprend les trois gros facteurs de stress, vous avez d'abord en début d'année, dès le mois de janvier, ce qui a commencé à faire décrocher les marchés, toutes les questions d'inflation et donc de début de changement des discours de politique monétaire. Ça c'était le premier thème, donc qui inquiète les marchés parce qu'on allait vers une normalisation et un redressement des taux. Deuxième facteur, c'est évidemment la question géopolitique, la guerre en Ukraine donc. Et puis le troisième facteur, ça avait été les confinements en Chine. Et sur ce dernier point, on est en train d'en sortir et on en somme de manière assez dynamique, avec plusieurs annonces qui ont été faites par la Chine. Les principales grosses villes ont quasiment déconfiné. Les délais de quarantaine pour ceux qui arrivent en Chine ont été divisés par 2. Et puis on a eu donc des indicateurs d'activité qui traduisent effectivement ce changement au niveau de l'activité en Chine. On est sorti de 3 mois de contraction sur l'activité manufacturière en Chine, donc avec un rebond assez sensible à l'activité au mois de juin. On a également un rebond assez sensible de l'activité dans les services en Chine, ce qui donne un indice PMI composite, qui permet de mesurer la dynamique globale de l'activité économique, qui arrive largement au-dessus de 50, donc qui traduit une phase d'expansion à nouveau de l'activité économique. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bien effectivement c'est quand même un moteur de la croissance mondiale, la Chine, et voir son activité repartir, eh bien c'est sur les trois gros points d'inquiétude dont on vient de parler, eh bien celui-ci est en train de s'alléger. Ensuite le deuxième point qui est à la fois positif et négatif, celui-ci, l'aspect court terme est plutôt négatif, c'est le repli des matières premières. On arrive sur les matières premières, alors l'énergie, on a un pétrole qui est passé de 120 $, il retombe aux alentours de 100 $. On a un repli des métaux industriels, ça c'est le repli le plus prononcé sur l'ensemble des matières premières. Les métaux industriels, depuis leur sommet du mois de mars, donc dans les métaux industriels, il y a tout ce qui est zinc, aluminium, etc., le minerai de fer par exemple. Donc on a 37-38% de baisse de l'ensemble de la moyenne plutôt, des métaux industriels depuis le sommet du mois de mars. Donc oui, c'est comme une baisse très très prononcée et on retombe sur un plus bas d'1 an sur les prix moyens des métaux industriels. Donc pourquoi je dis que d'abord c'est perçu par le marché comme une mauvaise nouvelle, parce que ça traduit une forme de ralentissement économique. Si le prix des matières premières chute, ça peut traduire en tout cas un ralentissement économique, et on va en reparler avec les prévisions notamment aux États-Unis qui sont effectivement assez moyennes pour l'instant. Donc le marché pour l'instant est quand même axé sur ces questions de risque de récession et ralentissement économique. Mais n'oublions pas que la rechute du prix des matières premières, là on a quand même vraiment le sentiment qu'un sommet est en place sur l'ensemble des matières premières, qu'elles soient agricoles, liées à l'énergie ou aux métaux. Le sentiment, le mois de juin était un mois baissier pour les matières premières. En moyenne, elles ont perdu entre 14 et 15% si on synthétise toutes les matières premières ensemble. Donc c'est quand même un rebond assez marqué. Donc on le disait, pose des questions sur la dynamique de croissance mondiale. On sait qu'elle ralentit cette croissance, mais la question c'est est-ce qu'on est au bord de la récession, mais de l'autre côté, n'oublions pas que des matières premières qui se replient, ça a été un gros catalyseur, les matières premières, pour l'inflation. En témoigne par exemple le dernier chiffre de publication d'inflation, par exemple pour la France. On voit quoi? On voit que sur le chiffre du dernier mois d'inflation en France, la moitié de l'inflation est arrivée, plus de la moitié est arrivée par les matières premières. Donc le fait de les voir maintenant se replier tout au long du mois de juin, ça veut dire qu'on aura probablement de bonnes surprises sur les chiffres d'inflation au courant de l'été. Et donc, vous voyez, pour l'instant, on passe d'un sentiment qui est quand même très négatif sur la question de la dynamique de croissance mondiale à ensuite un thème qui sera plus positif pour les marchés, parce que des matières premières qui baissent, ça veut dire pic inflation qui commence à se dessiner, ça veut donc dire que les taux aussi, les taux souverains vont commencer à se stabiliser un petit peu, et puis qu'ensuite les banquiers centraux, d'ici quelques temps, c'est pas tout de suite, mais commenceront aussi à avoir un discours peut-être un peu moins agressif en termes de normalisation de politique monétaire. Donc pour l'instant, c'est le verre à moitié vide, et ce sera dans quelques temps le verre à moitié plein, mais pour cela il faut des signaux qu'on n'a pas encore donc sur les marchés.
Même s'il y a quand même des petites choses intéressantes. On voit que le 10 ans américain, par exemple, ces derniers jours, le taux 10 ans américain qui est un repère donc important pour mesurer les anticipations de croissance et d'inflation sur 10 ans aux États-Unis, on a un taux 10 ans américain qui retombe sous les 3% au moment où on se parle, vendredi. Donc ça veut dire qu'effectivement la baisse des matières premières produit aussi ses effets sur les taux, mais les taux qui baissent peuvent aussi être en ce moment un signe d'une anticipation de gros ralentissement économique, voire de ralentissement dans lequel nous sommes déjà. On est déjà dans ce ralentissement. Ça, c'est très clair. Et c'est là qu'on arrive sur la partie un peu négative, c'est qu'on voit que le modèle de prévision de la Fed d'Atlanta, donc qui de manière très régulière, chaque trimestre, en fonction des données économiques qui sont publiées aux États-Unis, fournit une estimation, une prévision de la croissance. Le dernier chiffre qu'on a eu, la dernière prévision qu'on a eu de la Fed d'Atlanta, c'est moins 0,1% donc de croissance. Ça veut dire contraction du PIB au deuxième trimestre. Mais le problème, c'est que le PIB américain s'était déjà contracté au premier trimestre. Donc on était à moins 1,6% de croissance au premier trimestre. Et là, la Fed d'Atlanta prévoit pour l'instant donc moins 1%. Au deuxième trimestre, 2 trimestres consécutifs de repli de la croissance, de repli du PIB, donc, et c'est la définition d'une récession technique. Et donc, on aura le chiffre du PIB que dans quelques semaines aux États-Unis pour ce deuxième trimestre, mais en tout cas, les modèles de prévision semblent indiquer où on est déjà en récession aux États-Unis, où on a flirté avec la récession au deuxième trimestre. Donc ça, effectivement, c'est ça que price le marché, parce que qu'est-ce qu'il attend le marché? Il se dit, je vois que la macroéconomie est en train de ralentir, on voit que tous les organismes internationaux, BCE ou autres, révisent à la baisse leur prévision de croissance. Et le marché se dit, mais moi, mon juge de paix, c'est quoi? Là, on parle des marchés financiers, des marchés actions notamment. Mais le juge de paix, c'est comment ont évolué les entreprises durant ce trimestre. Et ça, on ne le sait pas. Par rapport aux salaires qui ont progressé, par rapport aux intrants également, dans tout ce qui est coûts donc, en amont qui ont progressé également. Mais si en face, on a une consommation qui ralentit un petit peu, comment en fait tout ceci s'est traduit au niveau des résultats des entreprises. Et ça, on aura donc les premiers éléments de réponse là, dans les jours qui arrivent, au mois de juillet, pour les entreprises européennes et les entreprises américaines. Et donc, il est possible que les marchés aussi se contractent par rapport à ça, parce qu'ils attendent d'être ou rassurés, ou que ces résultats confirment un peu leur inquiétude. Voilà. Donc il est probable qu'on n'ait pas forcément de mouvement très spectaculaire du marché, en tout cas de vraie détente, avant que la saison des résultats ne débute d'ici quelques jours. La semaine aura été également marquée par les discours de banquiers centraux. On a surveillé évidemment ceux de Jérôme Powell, de Christine Lagarde. Rien de franchement très nouveau, mais Jérôme Powell, de manière assez transparente, j'ai envie de dire, explique que oui, le rôle de la Fed, ce qu'il avait déjà expliqué auparavant, c'est pas nouveau, mais il explique que le rôle de la Fed, c'est de calmer la demande, de rééquilibrer l'offre et la demande. Il y a eu un excès de demande aux États-Unis, ça a lifté les prix, ça a allongé les délais de livraison, ça crée aussi une partie des embouteillages mondiaux qui ne venaient pas que du Covid, qui venaient aussi par une demande absolument énorme des consommateurs, notamment aux États-Unis. Donc la Fed le dit clairement, on veut ralentir ce schéma, et elle a conscience qu'en voulant ralentir ce schéma de demande et cette croissance qui était trop forte auparavant, on va aussi faire flirter peut-être l'économie avec la récession. Donc c'est pas une piste qui n'est pas envisagée par la Fed. La Fed ne dit pas que c'est très probable qu'il y ait une récession, mais c'est le fait de le dire et d'expliquer que oui, on veut quand même rééquilibrer l'offre et la demande, ça veut dire que la Fed dit il faut calmer l'économie, il faut refroidir un peu l'économie. Donc c'est aussi en ça que le marché peut ne pas être forcément non plus trop surpris. Le marché price, parce que ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais même si la récession était confirmée, est-ce que ce serait vraiment une surprise manifeste? Quand on écoute les propos de Jérôme Powell, on est sensibilisé à ce risque-là, et la macroéconomie américaine va aussi dans ce sens-là. Sur les dernières publications qu'on a eues, il n'y a rien de vraiment transcendant. On est, en termes de publications macro, plutôt sur des déceptions sur ces 2-3 derniers mois que l'inverse. Donc il y a effectivement ce risque-là. Et puis le deuxième élément, c'était Christine Lagarde, qui explique elle, effectivement, qui a rappelé la mise en place donc à venir d'outils anti-fragmentation pour éviter que les taux ne s'écartent trop en zone euro. Le risque, c'est quoi quand effectivement vous normalisez une politique monétaire? C'est que les pays les plus fragiles aient moins de soutien de la part des banques centrales qui n'achètent plus donc leurs obligations d'État, parce que ça, c'est la fin des achats d'actifs pour la BCE. Là, ils se sont arrêtés à la fin du deuxième trimestre, ces achats d'actifs. Et bien désormais, la BCE doit mettre en place, parce qu'on a vu des écarts sur les taux, par exemple entre le taux 10 ans allemand et le 10 ans italien, les taux qui s'écartent de manière un peu forte là, au deuxième trimestre. Ça, la BCE ne veut pas le voir, parce que ça s'appelle la fragmentation. Ça veut dire qu'il y a moins de confiance envers certains pays que d'autres, et donc la fragmentation n'est pas bonne pour l'homogénéité de la zone euro, pour la stabilité financière de la zone euro, et c'est pour ça que la BCE met en place des outils anti-fragmentation qui produisent leurs effets. On a vu que les taux sont un petit peu resserrés entre l'Italie et l'Allemagne notamment. C'est surtout l'Italie qu'on regarde dans cette phase d'écartement des taux, parce que c'est vraiment le pays troisième puissance économique de la zone euro. C'est le pays considéré comme le plus fragile dans le trio de tête des économies européennes.
Donc, derrière l'Allemagne et la France, donc on a effectivement une attention particulière et la BCE est une attention particulière. Donc, ces outils anti-fragmentation sont des instruments, Christine Lagarde a indiqué qu'ils devaient être proportionnés, qui devraient être voilà, des outils assez flexibles, mais qui font également que les États n'aient pas envie du coup de se dire j'ai toujours l'appui de la BCE, donc je fais n'importe quoi au niveau de ma trajectoire budgétaire. Le message envoyé par Lagarde était quand même de dire oui, il y a des outils qu'il faut parce que la stabilité européenne et la stabilité financière est importante pour les mécanismes de transmission, mais il ne faut pas non plus que ce soit chèque en blanc à chaque fois et que les États se disent c'est parfait, je fais ce que je veux, aucune rigueur budgétaire, et dans tous les cas la BCE sera là pour resserrer les spreads. Ça, Christine Lagarde a indiqué que les outils anti-fragmentation venaient pour justement éviter ça. Ce sera en gros une espèce un peu de sur-mesure qu'on fera au cas par cas. Et donc, qui se fera probablement par des ajustements au niveau du bilan. C'est-à-dire qu'on pourra laisser des obligations, par exemple, allemandes arriver à échéance, ne pas en racheter parce qu'il n'y a pas vraiment besoin, et puis ces rachats les faire plutôt sur les obligations italiennes. Ce sera un moyen comme ça de ne pas déployer de nouvelles capacités monétaires trop importantes, simplement en faisant travailler dans le bilan les différentes maturités. Ça permettrait de continuer à écraser un peu ces spreads, ce qui serait donc plutôt favorable pour la dynamique de la zone euro. Voilà ce qu'on pouvait dans cette partie plutôt macro et monétaire également. Dernier élément, donc toujours un petit peu sur la question des prix. On parlait tout à l'heure du pic des matières premières. On voit aussi qu'en Allemagne, il y a eu quelques bonnes surprises sur les prix sur le dernier mois. On voit effectivement qu'on a une inflation qui est moins forte qu'attendue. Alors il y a des effets un peu fiscaux. Il y a des aides qui ont été sur le carburant ou autres qui ont été accordées, donc des mesures fiscales qui ont été prises. Donc ça peut traduire ça aussi, ce pic, mais ne pas être non plus trop négatif. Il est tout à fait possible qu'en Allemagne, on commence à toucher le pic inflation également. Malheureusement en Espagne on voit que c'est pas encore le cas, mais encore une fois avec toutes ces matières premières qui baissent très fortement là depuis quelques semaines maintenant, normalement ça devrait quand même produire des effets sur les prochaines publications d'inflation, plutôt normalement de bonnes surprises dans les prochaines moutures de publication. Donc ça c'est quand même à surveiller comme élément positif, mais à court terme l'élément négatif c'est que les consommateurs se sont pris une grosse claque en termes de confiance. Quand vous mesurez par exemple la confiance des consommateurs en Allemagne, elle est au plus bas depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire depuis que la mesure existe en fait, et ça c'est le mix entre changement politique, évidemment la crise géopolitique et les risques de pénurie de gaz cet hiver, les prix qui augmentent, voilà, tout ceci produit ses effets. Et c'est pour ça aussi que les banquiers centraux ne peuvent pas baisser la garde pour l'instant, parce que l'inflation produit des effets, pas seulement des effets court terme. Quand le sentiment inflationniste s'ancre dans l'esprit des consommateurs, ça veut dire qu'on repousse des achats qui ne sont pas essentiels. On peut repousser certaines décisions d'achat, et puis si on repousse trop à un moment donné, ça contracte l'activité économique. Donc le risque il est là. Donc évidemment les banquiers centraux doivent s'assurer que l'inflation reparte à la baisse, mais aussi s'assurer qu'ils ne vont pas trop loin non plus, parce que vous voyez, si les matières premières se replient par exemple assez sensiblement, ça produira ses effets sur l'inflation. Donc la Banque centrale, elle n'a pas à agir pour faire baisser le prix des matières premières, c'est pas son job. Elle doit s'assurer que les salaires ne deviennent pas complètement hors de contrôle, et entretenant donc une boucle prix-salaire trop forte. Elle doit s'assurer que la demande reste équilibrée par rapport à l'offre, etc. Ça c'est le job d'une banque centrale, donc stabilité des prix, mais c'est pas à la Banque centrale de faire en sorte parce qu'elle n'a pas les pouvoirs là-dessus, et Powell et Lagarde le disent très bien, ils n'ont pas les pouvoirs pour faire baisser le prix de l'alimentaire ou faire baisser le prix des matières premières. Ça dépend aussi malheureusement beaucoup en partie de la géopolitique, et c'est surtout cet élément-là en fait qui est problématique pour les marchés actuellement. C'est moins les questions de confinement ou sanitaire, ça on voit que ça a été plutôt évacué. Les questions d'inflation commencent, je pense, à arriver à un pic. On le voit aux États-Unis d'ailleurs. Cette semaine, vous avez des publications de l'inflation core aux États-Unis, donc c'est l'inflation PCE core qui est donc hors alimentation, hors énergie. On est désormais sur un troisième mois de ralentissement de cette inflation hors alimentation, hors énergie. Donc on voit bien qu'effectivement, attention, on est toujours au-delà de 4%, donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de retomber vers les 2%, donc il y a encore du chemin à parcourir, et la Fed va s'assurer que cette inflation retombe, mais on voit quand même que l'inflation core aux États-Unis, donc hors alimentation, hors énergie, est en train de se replier déjà depuis 3 mois maintenant, et donc le pic a très probablement été atteint. Donc la Fed va aussi devoir ensuite moduler un peu son discours, toujours agir, mais en tenant compte de ce sommet d'inflation qui commence à se former, pour ne pas non plus risquer l'accident monétaire qui ralentirait trop fortement la croissance américaine de manière non nécessaire. Ce n'est pas encore une fois Powell de faire baisser le prix du pétrole, c'est pas son job, il sait pas le faire, et c'est normal, il a aucun outil pour faire ça, à part tuer complètement la croissance en remontant trop massivement les taux, et là où effectivement il y aura moins de demandes, mais vous aurez une économie qui sera à terre, et ça coûtera beaucoup d'argent pour la redresser, comme après les crises Internet ou subprime par exemple. Donc le but c'est de s'assurer que l'économie ne ralentit pas trop non plus, et espérer, et ça les banquiers centraux ne peuvent pas faire autre chose qu'espérer que la crise géopolitique se résolve dans les mois qui arrivent, ce qui donnera un énorme coup de pouce effectivement au sentiment des consommateurs et très concrètement à l'inflation, parce que ça accélérerait le repli des matières premières.
Et sur cette question géopolitique, donc, la semaine a été marquée par le G7, voilà, vous l'avez suivi, qui a affirmé une position ferme par rapport à la Russie. Voilà, donc est-ce que ça peut commencer à faire bouger les lignes un petit peu et amener à un moment donné à un schéma de négociation qui interviendra dans les mois qui viennent? Ça, personne ne peut le prévoir. Simplement, dans les déclarations des dirigeants qu'on a entendues de l'Ukraine ou de l'Europe, on ne parle pas d'issue possible, horizon jour ou semaine, mais plutôt de quelques mois. Certains responsables et chefs d'État, notamment le président ukrainien, lui aimerait une résolution du conflit d'ici la fin de l'année, par exemple. Donc, vous voyez, ça peut aussi, comme ça, ouvrir peut-être certaines échéances, certaines pistes. Évidemment que les marchés regardent tout ça avec attention, comme vous et moi également. On s'attarde pendant quelques secondes sur le programme de la semaine prochaine. Donc, on va commencer lundi. Donc, lundi, ce sera un jour férié aux États-Unis. C'est la fête nationale américaine. Il y aura quand même quelques stats en zone euro, notamment la confiance des investisseurs en zone euro qu'on va surveiller. Mardi, ce seront PMI service en Chine, donc on attend un bon PMI, largement au-dessus de 50, donc qui traduit une bonne expansion de l'activité service en Chine. On aura la décision de la Banque d'Australie sur sa politique monétaire, on aura la production industrielle en France et les commandes industrielles aux États-Unis, ça ce sera donc toujours mardi. Mercredi, nous aurons le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, donc les minutes de la Fed, et également les ventes au détail en zone euro, donc à surveiller pour la dynamique de consommation. Jeudi, on aura les minutes, cette fois-ci, de la Banque Centrale Européenne, donc de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne, c'est le compte-rendu donc de ce qui s'est dit à la dernière réunion. On aura également la production industrielle en Allemagne, et puis on terminera la semaine prochaine avec le rapport sur l'emploi américain. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.